Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce jeudi 15 février. 132e jour du génocide israélien à Gaza, 9 massacres font grimper le bilan des victimes à plus de 28 660 Palestiniens tombés en martyrs et près de 68 400 blessés. L'hôpital Nasser à Khan Younes attaqué par les forces de l'entité sioniste en tirant des coups de feu à l'intérieur de l'établissement, laissant place à des scènes chaotiques. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune préside une réunion sur les préparatifs du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz prévu du 29 février au 2 mars prochain. Et puis 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba. L'Algérie plaide pour une participation active de l'Union africaine au G20. Bonsoir à tous. 132 jours d'agression. L'entité sioniste poursuit son génocide. Au moins 9 massacres ont été commis durant les dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant 87 martyrs et plus de 100 blessés depuis le début de cette agression. Plus de 28 660 Palestiniens sont tombés en martyrs et près de 68 400 ont été blessés, dont la plupart sont des enfants et des femmes. Et au nord de la bande de Gaza, 6 Palestiniens sont tombés en martyrs à la suite d'une frappe aérienne et d'un bombardement d'artillerie sur la région de Tel Zatar à Jabalia. Les victimes ont été transférées à l'hôpital Kamal Adwan et à l'hôpital indonésien de la ville voisine de Beit Lahia. Et au moins 10 Palestiniens, dont 4 enfants, sont tombés en martyrs et des dizaines ont été blessés à la suite de bombardements de l'armée de l'occupation contre une maison située dans le camp de Nusayrat, au centre de l'enclave palestinienne. L'artillerie de l'armée sioniste a bombardé également des maisons dans les camps d'El Breij et d'El Marazi au centre de la bande de Gaza, faisant plusieurs martyrs et blessés qui ont été transférés par la suite à l'hôpital des martyrs d'El Aqsa dans la ville voisine de Deir el-Balah. Et la journée de ce jeudi marquée par l'attaque des forces de l'entité sioniste contre l'hôpital Nasser situé à Khan Younes, le plus grand hôpital fonctionnel de Gaza. De nombreux coups de feu ont retenti à l'intérieur même des couloirs de l'hôpital. Un véritable carnage qui s'ajoute aux nombreux crimes commis jusque-là par l'entité sioniste. Sohila Kilal. Nous sommes attaqués par l'armée israélienne à l'hôpital. Y a-t-il encore quelqu'un à l'intérieur? Y a-t-il encore quelqu'un à l'intérieur? Il y a des coups de feu. Il y a des coups de feu. Baissez vos têtes. Baissez vos têtes, les gars. Sortez, sortez. Au milieu des tirs nourris des forces sionistes, la confusion est totale à l'intérieur de l'hôpital Al-Nasser. C'est l'assaut sioniste tant redouté. Les images parvenues de l'intérieur de l'hôpital montrent des médecins se précipiter pour s'enquérir de l'état des patients dans un couloir noyé dans un épais nuage de fumée et de poussière. Les nuits dernières ont été très difficiles. Les frappes aériennes ont été intenses et ont atteint l'une des chambres de l'hôpital. 2 patients ont été tués. Il y a eu également beaucoup de blessés. Le service orthopédique a été complètement détruit. Tout le complexe était dans le chaos. Peu de temps avant, un quadricoptère nous a attaqués dans la salle de conférence. Un médecin a été touché par un éclat d'obus à la tête.
Les forces sionistes ont ciblé le quartier général des ambulances, forçant les déplacés à quitter le complexe médical. L'occupation a également détruit le tube à oxygène qui alimente les chambres de l'hôpital et a demandé aux médecins de transférer tous les patients vers l'ancien bâtiment Nasser. Je m'appelle Mohamed El Moughlabi. L'occupation nous a demandé d'évacuer complètement l'hôpital Al-Nasser. Hier, il n'y avait pas de passage sûr. Certaines personnes sont sorties et ils leur ont tiré dessus. Alors, elles sont revenues et d'autres ont été blessées ou tuées. Ce matin, ils ont dit qu'il y avait un passage sûr. Alors, nous sommes partis, mais ce n'était pas sûr. Ils nous ont approchés avec un bulldozer et un char. Ils nous ont insultés. Ils nous ont laissé 4 heures sous le soleil. Toutes les 30 minutes, ils laissaient passer 2 à 5 personnes. Le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf El-Qidra, a lui expliqué qu'Israël avait lancé une incursion massive avec des tirs nourris, faisant plusieurs blessés, précisant que les forces sionistes se sont introduites dans le service maternité. La ministre palestinienne de la Santé, Maïl Kaïla, a, elle, mis en garde contre une catastrophe humanitaire imminente. Cet assaut intervient quelques heures après que les forces sionistes aient tué un patient et blessé 6 autres à l'intérieur même du complexe hospitalier. Selon les autorités sanitaires de Gaza, pas moins de 2000 expulsés de l'hôpital Al-Nasser sont déjà arrivés à Rafah et d'autres se dirigent vers Deir el-Balah dans le centre de Gaza. Et à noter que le mouvement palestinien Hamas a condamné plutôt cette attaque qualifiant de mensonge les allégations de l'armée israélienne selon lesquelles des militants du Hamas se cachaient et avaient gardé des prisonniers à l'intérieur de l'hôpital Nasser. Et dans ce contexte, le représentant du groupe arabe à l'ONU ont exprimé leur inquiétude face à l'intention du gouvernement Netanyahou d'étendre les opérations militaires à Rafah. Ainsi, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a réaffirmé la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Notre effort est de faire tout notre possible pour empêcher Israël de commettre ce crime de dépeuplement dans la bande de Gaza et d'arrêter immédiatement la guerre. La garantie d'y parvenir est d'avoir une résolution appelant à un cessez-le-feu et nous espérons que le Conseil de sécurité assumera cette responsabilité. Et dans ce contexte, les chances s'amenuisent en vue de parvenir à une trêve durable, notamment face aux obstacles de l'entité sioniste. Pour le chef du bureau politique du mouvement palestinien Hamas, Ismail Haniyeh, tout accord avec l'entité sioniste devrait garantir un cessez-le-feu et un retrait militaire israélien de Gaza, en plus de parvenir à un accord sérieux d'échange de prisonniers. De son côté, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès de la Ligue des États arabes, Mohamed Al-Aqlouk, a fait savoir que son pays avait appelé à la tenue ce jeudi d'une session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués permanents. L'appel intervient notamment au regard de la détérioration catastrophique et sans précédent des conditions dans la bande de Gaza en général et la ville de Rafah et ses camps en particulier. Et pour sa part, le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad El-Maliki, a accusé le Premier ministre de l'entité sioniste, Benjamin Netanyahou, de se soucier uniquement de sa survie politique, alors que les tentatives visant à mettre fin au conflit à Gaza ne semblent pas concluantes. Nous cherchons des moyens d'empêcher cette attaque contre Rafah, qui devient, vous le savez, très imminente. Netanyahou est, comme vous savez, déterminé. Il veut continuer la guerre pour sa carrière personnelle, pour son avenir personnel. Et il est très clair qu'il ne se soucie pas, comme vous savez, du destin, des vies, des personnes innocentes en Israël et en Palestine, des prisonniers israéliens et des Palestiniens innocents à Gaza. Et c'est vraiment quelque chose que nous devrions déplorer et contre lequel nous devrions vraiment nous opposer et nous assurer qu'il est de notre responsabilité collective d'empêcher une nouvelle escalade de la situation, une nouvelle prolongation de la guerre ou une nouvelle extension de la guerre, d'ouvrir d'autres fronts, soit en Cisjordanie, soit au Liban ou ailleurs. Le gouvernement
Netanyahou est de plus en plus sous pression pour stopper le massacre à Gaza. L'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont appelé à un cessez-le-feu urgent dans la bande de Gaza dans une déclaration commune de leur Premier ministre publiée par le bureau du chef du gouvernement australien. Je souhaite réaffirmer les graves préoccupations du gouvernement australien concernant l'imminence d'une offensive terrestre israélienne de grande envergure à Rafah. Cette offensive entraînerait de nouvelles dévastations pour plus d'1 million de civils cherchant un abri à Rafah, dont la plupart se trouvent là sur ordre d'Israël. Les opérations militaires à grande échelle dans des zones densément peuplées risquent de faire de nombreuses victimes civiles. L'Australie estime que cela serait injustifiable. Et l'Irlande a annoncé ce jeudi une aide de 20 millions d'euros à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, et a exhorté les pays qui ont suspendu leur financement à reprendre et à étendre leur soutien à l'agence. L'annonce fait suite à l'engagement de l'Espagne et du Portugal d'envoyer à l'UNRWA une aide supplémentaire. L'UNRWA est l'épine dorsale des efforts humanitaires à Gaza. C'est une bouée de sauvetage, comme nous l'avons évoqué, pour 1,9 million de personnes déplacées par les opérations militaires israéliennes. Rien ne peut remplacer le travail de l'UNRWA à Gaza, pas seulement humanitaire, mais aussi en matière de développement et de fourniture de services tels que l'éducation et la santé. Et ceux qui prétendent le contraire ne disent tout simplement pas la vérité. Et ces affirmations mettent encore plus en danger la vie de personnes désespérées. Et l'agression sioniste s'est étendue au Liban. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a annoncé que son pays allait déposer une plainte urgente auprès du Conseil de sécurité de l'ONU contre l'entité sioniste en raison de ces agressions répétées dans le sud du pays, dont une survenue hier à Nabatia a fait 10 martyrs, dont 7 membres d'une même famille et 3 membres du Hezbollah. Allez, cette édition se poursuit dans l'actualité également. Je vous le disais en titre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce jeudi une réunion sur les préparatifs du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. L'événement, je vous le rappelle, est prévu à Alger du 29 février au 2 mars prochain. Par ailleurs, le président algérien a reçu ce jeudi le président de la Commission des Affaires étrangères de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Fuat Oktay. Et l'agression de l'entité sioniste est sur toutes les lèvres. La question s'est invitée à la 50e réunion du comité exécutif de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique à Constantine, en Algérie. Une session lors de laquelle le président de l'Assemblée populaire nationale et président en exercice de l'UPCI, Brahim Bourali, a mis en avant les efforts de l'Algérie dans le cadre de son statut de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU en vue de l'activation de la décision de la Cour internationale de justice au sujet de la Palestine. Nous prenons note avec une grande satisfaction de la décision de la Cour internationale de justice à la suite de la plainte intentée par l'Afrique du Sud à l'encontre de l'entité sioniste pour crimes génocidaires contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Cette initiative historique est venue d'un pays qui a longtemps lutté contre la discrimination raciale et qui a toujours plaidé pour la défense des droits de l'homme.
À la direction Addis Abeba, où se tiendra à partir de samedi la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, un sommet qui se prépare depuis hier dans la capitale éthiopienne et où le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a appelé ce jeudi à une participation active de l'Union africaine au G20, saluant les efforts de tous ceux qui ont contribué à l'adhésion de l'organisation continentale à ce bloc. C'était lors des travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Amalem Azian Zitoni. L'appel à une participation active de l'Union africaine au G20 tout en saluant les efforts de tous ceux qui ont contribué à l'adhésion de l'organisation continentale à ce bloc, au cœur de la vision algérienne quant au rôle du continent africain dans la contribution à la paix et à la sécurité internationale. Lors de son intervention à la tribune de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf est revenu sur les mécanismes de participation de l'UA au G20, tout en condamnant la marginalisation dont a été victime le continent au sein des instances internationales. La délégation salue les efforts de tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l'adhésion de l'Union africaine au G20, une adhésion que nous considérons comme un acquis qu'il importe de valoriser, une avancée à mettre à profit pour poursuivre nos efforts collectifs visant à réparer une injustice historique et à mettre un terme à la longue marginalisation de notre continent dans les différentes institutions de gouvernance mondiale, qu'elles soient politiques, sécuritaires, économiques ou sociales. Ahmed Attaf a précisé également que l'Algérie appelle à œuvrer dans son cadre pour mobiliser l'appui international nécessaire à la concrétisation des objectifs et des aspirations consacrées dans l'agenda 2063. Il a insisté aussi sur l'approche de la discrétion du Conseil exécutif afin de faire passer la parole du continent africain en toute sécurité et honnêteté. La délégation soutient en outre l'approche proposée à la discrétion du Conseil exécutif qui est l'approche inspirée de la décision 845 de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, comme suit. En premier lieu, le président tournant de l'Union africaine, appuyé par le président de la Commission, représente notre organisation réunion du G20 au niveau du sommet. En second lieu, généraliser ce principe aux réunions ministérielles, en ce sens qu'un ministre de l'État assurant la présidence, appuyé par le commissaire compétent, représente notre organisation. Ce mode de fonctionnement s'impose comme étant le plus efficace et le plus à même de faire entendre la voix de notre continent avec fiabilité, fidélité et loyauté. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie reste le porte-voix et le porte-étendard de l'Afrique lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du continent et promouvoir son image auprès des instances internationales. Et en marge de sa participation à la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est entretenu avec son homologue béninois, Oulé Chegoun Adjadi Bakari. La rencontre a permis d'examiner les voies et moyens de consolider les relations bilatérales entre les deux pays et de renforcer la concertation sur les développements de la situation politique et sécuritaire dans la région sahélo-saharienne. Et toujours à Addis Abeba, le ministre algérien des Affaires étrangères s'est entretenu avec le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Liu Yuxi. Outre le renforcement du partenariat entre l'Algérie et la Chine, les deux parties ont convenu de la nécessité de poursuivre la coordination bilatérale au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les questions d'intérêt commun, en tête desquelles la cause palestinienne. Ahmed Attaf s'est aussi entretenu avec son homologue malgache, Rassata Rafarava Vitafika, avec son homologue portugais João Gomes Carvinho, ainsi qu'avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères de la Lettonie, Andrés Piledovic.
Par ailleurs, Ahmed Attaf a reçu ce jeudi un appel téléphonique de son homologue iranien, Hossein Amir Abdullahian. Les discussions ont porté sur les développements du génocide perpétré contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, ainsi que la mobilisation diplomatique menée par l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Dans l'actualité aussi, le président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ghali, a entamé hier une visite en République d'Irlande avec comme première étape de cette escale une série d'entretiens au sein des deux chambres parlementaires ainsi que des rencontres avec les principales représentations politiques, syndicales et civiles du pays. Les discussions se sont concentrées sur les derniers développements de la question sahraoui ainsi que sur les voies et moyens de renforcer les liens du Front Polisario avec les différentes composantes politiques d'Irlande. Et le dossier libyen présent à l'ordre du jour du Conseil de sécurité ce jeudi. Au programme, une intervention de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, consacré au dernier développement donc de la situation dans le pays. Semble peu désireuse de régler les questions politiquement polémiques en suspens. Des questions qui pourtant ouvriraient la voie aux élections tant attendues en Libye. Depuis mon dernier exposé, j'ai continué de m'entretenir avec toutes les principales parties prenantes en en appelant à leur bonne volonté et à leur sens de responsabilité vis-à-vis de leur patrie. Jusqu'à présent, aucune de ces parties prenantes n'a bougé de façon significative par rapport à la position initiale et chacune continue d'exiger des conditions préalables à leur participation au dialogue, et ce, pour préserver le statu quo qui semble leur convenir. Allez, justice pour terminer. 1 an de prison dans 6 mois ferme pour l'ancien président français Nicolas Sarkozy, de nouveau inquiété par la justice pour l'affaire dite Big Malion, où il est accusé de dépenses excessives pour sa campagne présidentielle de 2012. Safouane Bessabri. Escorté par la police, Nicolas Sarkozy arrive au tribunal pour assister à son procès largement médiatisé. L'ex-président français fait de nouveau face à ses déboires politico-judiciaires. Il a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme dans l'affaire Big Malion. Une affaire dont les ramifications ont mené 13 personnes devant la barre des accusés, condamnées à des peines allant jusqu'à 3 ans et demi de prison. L'affaire dite Big Malion est celle des financements de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. Les investigations ont démontré que les dépenses de la campagne ont largement dépassé le seuil légal. Près de 43 millions d'euros, alors que le plafond autorisé était de 22,5 millions d'euros, soit près de 2 fois plus que le montant légal. L'avocate de l'ex-président maintient la ligne tenue depuis le début, consistant à clamer l'innocence de son client. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec force, détermination, parce que, vous l'avez peut-être entendu et compris, des leçons morales peut-être, du droit peu. Nous allons continuer à faire de droit. Le droit triomphera, je pense, parce que ce dossier ne manque pas de questions de droit. Nous allons poursuivre devant la Cour de cassation. Toujours est-il que Nicolas Sarkozy affirme ne pas avoir été en connaissance du système frauduleux. La partie ferme de la peine prononcée à l'encontre de Nicolas Sarkozy sera aménagée, de sorte à ce qu'il effectue la peine à son domicile, sous surveillance électronique. L'ex-président a par ailleurs décidé de faire appel de la décision de justice.
Allez, dans le conflit russo-ukrainien, à présent, 6 personnes, dont une fillette d'1 an, ont été tuées dans une attaque de missiles ukrainienne ce jeudi sur la ville de Belgorod, dans le sud de la Russie. 17 autres personnes, dont 4 enfants, ont été hospitalisées en raison de blessures, dont 6 dans un état grave. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié ces événements d'actes de terrorisme du régime de Kiev sur Telegram et a déclaré que la Russie porterait l'affaire devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a eu aucun commentaire immédiat de Kiev sur les attaques. Voilà, ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers les différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Restez sur Al24 News.